Bonjour, bonjour, je m'appelle Fanny Anthony, autrice et lectrice d'imaginaire. Ici, je vous parle de Monstre Capitaine, le tome 1 de ma trilogie paru chez Gulfstream. Si vous aimez les dragons de l'eau, les sirènes, les îles, les krakens, les grandes épopées qui se passent sur la mer avec des quêtes écologiques, regardez en barre d'infos, mon univers pourrait vous plaire. Et aujourd'hui, je vous parle de ce fameux jour, le 4 juin. 4 juin, mon roman a été publié. Et ça va faire quelques mois quand même que je vous parle de ce binôme d'anxiété et d'excitation et comment les ratios changent de façon tout à fait aléatoire d'une seconde à l'autre. Donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de ça en lien avec les réseaux sociaux, avec les chroniques en ligne et les applications. J'avais envie de vous parler de ça, de mon expérience à moi, Fanny, 34 ans, prof des écoles à temps plein, avec une grande sensibilité et une grande aversion pour le changement. Et comment moi j'ai pu vivre ça, en espérant que ça puisse à la fois faire écho chez certaines personnes qui sont en plein dedans ou qui vont le vivre dans peu de temps, ou des personnes tout simplement qui se posent la question parce qu'elles espèrent un jour être publiées et en même temps se demandent comment ça peut se passer pour une primo-autrice. Voilà, mon expérience personnelle et en même temps les décisions que j'ai décidé de prendre suite à une grande j'allais dire une grande petite période. Lapsus. Une moyenne période de doute, d'introspection et de crise de larmes auprès de mon cher étant. Donc voici le bilan. La première chose que j'ai décidé de faire, c'est d'enlever Instagram de mon téléphone. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où mon roman est publié, j'ai commencé à avoir à la fois le réflexe de regarder le nombre d'abonnés, le réflexe de tout de suite regarder mes notifications, la pression de répondre rapidement aux messages privés, la pression de répondre vite aux commentaires, le fait d'aller dans les barres de recherche pour voir s'il y avait eu des chroniques, s'il y avait eu des SP, de regarder ce qui se passait en story, de pouvoir repartager. Et c'était genre devenu n'importe quoi. Dans le sens où maintenant que je l'ai enlevé de mon téléphone, je me rends compte du nombre de petits micro-gestes que je pouvais avoir dans la journée en me disant là tu as 30 secondes et demie, c'est parti, on y va, on regarde et on fait. Mais je pense que ça venait surtout de la peur de... Comme pour le jour de la sortie, parce que le jour de la sortie a été particulièrement déroutant parce que j'ai eu énormément de notifications, énormément d'abonnés et de messages privés et d'identification en story. Et je me suis sentie un peu à la fois surprise et en même temps genre ouh c'est trop, c'est quoi cette vague, j'étais pas prête. Et donc je pense que j'avais ce côté maintenant vas-y souvent, comme ça au moins t'as pas tout d'un coup et tu stresses moins. Sauf que ça en était devenu ridicule parce que après forcément on commence à regarder, on a 2-3 notifs, c'est pas grave, c'est bon, et puis on fait du scrolling. Donc du coup pour le stress c'était vraiment pas bon. Voilà. Et je pense qu'il y a ce truc quand on est primo-autrice de vouloir se rassurer un maximum en se disant faut que je vérifie si ça marche. Parce que je peux pas vérifier si ça marche parce que je n'ai absolument pas accès aux ventes heure par heure de mon roman. Donc la seule chose que je peux faire, c'est surveiller les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est genre une goutte dans l'océan de ce qui fait vendre un livre, en fait. Parce qu'il y a les libraires qui vont en parler. Enfin, je serais curieuse de savoir le nombre de gens qui a mon livre et qui n'est absolument pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, là, je suis quand même... dans une tranche d'âge pour du 13+, je sais que voilà, Instagram, c'est pas le 13+, encore si je faisais beaucoup de vidéos TikTok, mais voilà, sur Instagram, c'est pas là où je vais avoir le plus de lecteurs, il me semble. Mais il y avait quand même ce truc de se dire, faut que je me rassure. Et j'ai aussi fait un compte Phileas d'ailleurs là-dessus. Donc Phileas, c'est un compte où on peut en fait suivre ses ventes, mais d'un autre côté, il n'y a pas Cultura, Fnac, il n'y a pas les ventes en ligne, c'est vraiment que les librairies indépendantes. Et de la même façon, sur Place des libraires, on peut regarder le placement de notre livre en librairie, mais de nouveau, c'est en librairie indépendante. Ça compte pas Fnac, Cultura, Espace Culturel. Mais voilà, c'est des petites choses que je faisais assez mécaniquement pour me rassurer et me dire oui, c'est bon, tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais en mode ah, je suis en train de décéder. Donc voilà, j'ai désinstallé Instagram juste pour essayer en fait de rematrixer mon cerveau et de laisser mon livre vivre en fait. J'en parlais avec Mariva Mae, qui est aussi une autrice publiée. D'ailleurs, il faut lire Best Case Scénario, c'est une romance qu'elle vient de sortir chez Erol, qui est juste trop bien. Et vous la connaissez peut-être déjà avec La sorcière et le protecteur.
Et en fait, elle disait, même quand tu n'es pas sur les réseaux, en fait, ton livre, il va continuer à vivre sans toi. Et ça m'a fait tilt dans la tête et je me suis dit, oui, on va essayer de prendre ce recul-là pour désinstaller Instagram du téléphone, arrêter de regarder comme ça compulsivement. J'ai Instagram sur ma tablette, donc je vais faire ma publication le matin, je vais regarder vite fait le soir, et tout ira bien. Autre petite chose que j'ai décidé d'arrêter de faire, et d'autres applications que j'ai enlevées en fait de mon téléphone, Babelio et Goodreads. Ce qu'il faut savoir, c'est que Goodreads, je l'utilisais en tant que lectrice pour noter mes lectures, chroniquer mes lectures et me mettre un petit défi, tout ça. Et en fait, je trouve ça vraiment bizarre de continuer à le faire en tant qu'autrice publiée. En fait, maintenant quand je fais des chroniques, je me dis, mais en fait, là, c'est des collègues. C'est un peu comme si vous aviez une application où vous retrouviez Peter Jackson qui est en train de chroniquer le dernier Avatar. Ce serait très bizarre, non? Alors, c'est totalement ok qu'il y ait des auteurs qui le fassent s'ils sont à l'aise avec ça, mais moi, je ne suis absolument pas à l'aise avec l'idée de faire ça. Alors, autant pour les coups de cœur, là, je sais que récemment, j'avais fini Les Archipels Engloutis, que j'ai adoré, j'étais super contente de mettre mes 5 étoiles, de dire « Ah, c'est trop bien pour ça, c'est trop bien pour ça !» Mais, enfin, faut être réaliste, il y a des livres que je vais lire, dont même des livres publiés dans ma maison d'édition que je vais apprécier mais sans plus, voire que je vais pouvoir ne pas apprécier parce que c'est pas pour moi. Et c'est ok, mais du coup je me vois absolument pas en parler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai supprimé Goodreads, j'ai supprimé Babelio. Pourquoi j'ai décidé aussi de le supprimer? Vérification compulsive des avis de Monstre Capitaine. Voilà. Et j'avais fait un sondage là-dessus d'ailleurs sur mon Instagram pour vous demander, pour vous, à partir de quand en fait, vous mettez une note et vous vous dites waouh, c'est une mauvaise lecture ou waouh, c'est une bonne lecture. Et je me suis rendu compte à quel point on n'était pas du tout d'accord. Et je veux dire pas du tout d'accord, pas forcément avec moi, mais entre nous quoi. Parce qu'en fait, pour certains, fallait du 4 ou du 5 étoiles pour que ce soit une bonne lecture, mais à partir de 3, c'était déjà bof. Il y en a d'autres, c'était 1 ou 2, c'est pas bien, mais à partir de 3, c'est très bien. Et en fait, ça m'a fait m'interroger sur ma capacité à réceptionner des chroniques que moi je jugerais mauvaises, alors que les gens ils ont l'impression en plus de me dire qu'ils ont aimé. Du style, ah c'était trop cool, 3 étoiles. Moi je vais être là 3 étoiles. Alors attends, 3 étoiles sur 5, ça fait 12 sur 20. Quand moi j'étais au lycée et que j'avais un 12 sur 20, à part si je pensais avoir en dessous de la moyenne et que je pensais être étamée, si j'ai un 12 sur 20, je vais être en mode, bah c'est assez bien en fait. Là, je crois que c'est ça, non? Là, je vous parle comme si vous alliez me répondre, mais je crois que c'est ça les remarques au bac. Quand on a 12 de moyenne en tout, on a une mention assez bien, il me semble. 14 c'est bien et 16 c'est très bien. Il me semble que c'est ça. Mais voilà, moi je sais que voilà, le 3 étoiles sur 5, je ne vais pas forcément dire wouhou, super lecture. Alors qu'il y a des gens, je sais, qui m'ont mis 3 étoiles tout en me disant qu'ils avaient vraiment bien apprécié mon livre. Il y a aussi le fait que, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai regardé, je ne me suis pas tapé une étoile, mais je sais que ça risque d'arriver, hein, voilà, faut être réaliste. Des gens qui vont vraiment pas y trouver leur compte. Et quand je vois des fois comment je peux réceptionner des très bonnes chroniques de 4-5 étoiles, mais qui vont juste pointer un petit truc qui les a chiffonnées, je me dis non Fanny, en fait, courage fillon, tu arrêtes de regarder ça. Parce qu'en plus, en vrai, ces gens, ils écrivent ces chroniques, c'est pas pour moi, c'est pour les lecteurs, pour que les lecteurs ils puissent se dire ah ça peut être mon truc donc je vais l'acheter, ou ça, ah là elle a pas du tout aimé ça, et ça je sais que c'est quelque chose que moi je déteste aussi dans les romans, donc je vais éviter de l'acheter. Donc voilà, raison pour laquelle aussi j'ai enlevé Goodreads et Babelio. J'ai, attention, la résolution de ne plus regarder les avis en ligne. À part maintenant si du coup on est sur Instagram et que la personne vraiment elle m'identifie pour que je regarde parce qu'elle a eu un coup de cœur et tout, je vais pas aller regarder. Mon chéri va faire de la veille, je pense, pour me faire des screens quand il y a vraiment des avis où il se dit coup de cœur 5 étoiles, voilà, elle va être contente quand j'ai besoin un peu de remettre de l'huile dans le moteur pour me motiver. Mais ouais, je pense que ça pose des questions sur même la pertinence de la notation en fait. Là, c'est l'identité prof qui parle, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec l'évaluation comme elle est vue à la française.
déjà, la plupart des pays, c'est genre la personne part de zéro et s'il y a ça, on rajoute des points, s'il y a ça, on rajoute des points, s'il y a ça, on rajoute des points. Alors que j'ai l'impression qu'en France, on a plutôt ce truc de la copie vaut 20. Ah ouais, mais non, là, il y a ça, donc j'enlève un point. Là, il y a ça, donc du coup, j'enlève 3 points. Là, il manque quand même ce truc-là, donc j'enlève un point. Enfin, j'ai quand même l'impression, comme dit, que l'évaluation de la façon dont elle est vue en France, et même les personnes qui voient les notes sur le Goodreads anglais et américain et le Goodreads français, on voit que les Français, quand même, la notation, c'est un peu particulier. Hein. Il y a des personnes qui, par exemple, ne vont mettre 5 étoiles que si le livre a été un coup de cœur. Alors que d'autres personnes vont se dire, bah, il a fait le taf, ça n'a pas été un coup de cœur, mais par contre, il y a ça qui est trop bien, et j'ai pas vu vraiment d'éléments qui m'ont chagriné, donc 5 étoiles et point. Alors qu'il y a d'autres personnes où il faut vraiment qu'il y ait eu en plus de ça une connexion émotionnelle super forte, des émotions super fortes. Enfin voilà, comment dire, les critères n'étant pas les mêmes, ce n'est pas une évaluation objectifiable, dans le sens où tout le monde ne met pas les mêmes critères. Et une fois de plus, on se pose la question. Aujourd'hui, qui est-ce qui a acheté mon livre parce qu'il a vu qu'il était bien noté sur Babelio? Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, dans ma tête, des fois, je me dis, si t'as une mauvaise note sur Babelio, genre si tu descends à 2,5 par exemple, il n'y a plus personne qui va l'acheter. Comme si en fait chaque personne allait en librairie et regarde son Babelio et se dit oh waouh, il est si mal noté, je ne vais pas l'acheter. Alors qu'en fait, il y a très peu de personnes qui font ça. Donc voilà, c'est le fait de m'aider à relativiser l'importance de ces trucs-là. Ça se passe par la désinstallation pure et simple sur mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je sais que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre cette résolution qui, j'espère, va tenir dans le temps. Parce que je connais beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont pris cette résolution, mais où c'est un peu parti en vrille à un moment et il y a eu quand même le clic de « je veux voir ». Voilà. Est-ce que vous croyez en moi ou est-ce que vous pensez que dans 2 semaines, je vais quand même aller les voir? Dites-moi ça en commentaire. Depuis que j'ai opéré un peu ces changements dans ma vision des choses, ça va un peu mieux, mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait ruminer sur la question de quelle importance je donne à ce qu'on pense de moi et à ce qu'on pense de mon livre. Et à ce qu'on pense de moi. Comme si en fait ce qu'on pensait de mon livre, c'était ce qu'on pensait de moi. Alors que je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent m'aimer fort fort fort, mais qui vont pas du tout aimer mon livre. Et c'est ok. Mais j'ai vraiment ce truc même dans le milieu professionnel. Je sais que voilà, je suis prof et je suis pas prof depuis méga longtemps parce que c'est suite à une réorientation professionnelle. Mais j'ai vraiment envie que mes collègues ils me voient comme une prof sur qui on peut compter, qui gère bien sa classe et avec qui les élèves sont heureux d'apprendre en fait. C'est important pour moi. Mais est-ce que ça devrait être autant important? Et là, je me suis posé finalement la même question avec mon capitaine. Est-ce que ça doit être autant important pour moi, ce qu'on va penser de mon livre et les chroniques de mon livre? Et donc forcément, ça m'a fait pas mal ruminer là-dessus, sur comment, même dans ma vie de tous les jours, ce serait important pour moi de prendre du recul là-dessus et de prendre moins à cœur ce qu'on va dire de moi ou ce qu'on va penser de moi. Voilà. Et c'est pour ça que... mon rapport aux réseaux sociaux, si j'arrive à prendre un peu plus de distance et si j'arrive tout simplement à y être moins présente, je pense que ça va me faire du bien. Je vais quand même être beaucoup présente ici, je l'espère, alors parce que j'aime vraiment beaucoup. Je me rends compte que quand je filme des vidéos YouTube, souvent après je suis pimpée, je suis contente, ça m'a fait du bien de parler, ça m'a fait du bien de prendre du temps pour construire du contenu et pas juste balancer un contenu qui va être mangé dans la journée et qui n'aura plus d'existence après. La newsletter aussi me fait beaucoup de bien, je vous invite à regarder ça en barre d'infos, j'en ai une mais avec 2 thématiques différentes. En fait, c'est sur Substack, il y en a une qui aura toujours une en-tête avec Souffle d'imaginaire, où je vais parler à la fois de recommandations littéraires que j'aime beaucoup, parce que oui, je veux quand même un endroit où je vais continuer à parler de mes coups de cœur. Une partie où je parlerai de ce qui m'aura permis dans le mois de construire une petite bulle de sérénité pour m'aider à respirer et à laisser de la place pour ma créativité. Et justement, une 3e partie sur qu'est-ce qui m'a inspiré. Ça peut être des podcasts, ça peut être des illustrateurs, ça peut être une nouvelle méthode de travail, enfin quelque chose un outil d'écrivain.
Voilà, donc ça c'est pour le souffle d'imaginaire. Et ensuite il y a une deuxième partie qui s'appelle aventure d'écriture, qui ressemble plus à du journaling d'écrivain. Parce que à côté de ça j'ai un carnet où justement j'écris et où je fais du journaling, où j'essaye de parler de mon processus créatif, de ce qui m'aide, de ce qui m'entrave et de comment certaines formations ont pu m'aider, qu'est-ce que je veux utiliser comme outil, les endroits où j'aimerais bien progresser. Et quand je vois qu'il y a des réflexions que je me fais ou ça peut être intéressant à des personnes qui écrivent, je vais faire des entrées en fait dans ma newsletter Aventure d'écriture pour partager ces pensées-là. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les méandres de mon cerveau créatif, je vous invite à regarder ça pareil en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de me demander, est-ce que ça va? Est-ce que je parais pas trop déprimée ou pas trop ingrate? Parce que ça aussi, c'est une grande peur de moi. Une de mes grandes peurs, une grande peur de moi. Ça, c'est aussi une de mes grandes peurs, c'est qu'on me voit un peu comme une fille ingrate qui est en train de vivre son rêve d'être publiée et qui en même temps n'arrive pas à être dans l'instant présent et qui n'arrête pas de stresser tout le temps. Alors qu'elle devrait juste dire merci, merci. Voilà, ça c'est aussi l'une de mes plus grandes peurs. Mais j'espère que voilà, vous pouvez voir que le stress, l'anxiété, l'excitation et ça. Et je vais essayer un petit peu de me détacher de ce qu'on va penser de ce livre-là, de ce tome 1, pour me plonger à fond dans le tome 2. Donc j'attends les corrections édito avec impatience. Ça y est, il a été envoyé. Il a déjà été lu par 5 personnes. 5 personnes très chères à mon cœur qui ont apprécié Somme 2. Donc j'ai très hâte de pouvoir le mettre entre vos mains. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez lu. Et en tout cas, je peux vous dire que le tome 2 arrivera très prochainement en novembre. Et j'ai aussi très hâte de pouvoir vous rencontrer en dédicace avec la prochaine tournée automnale. Et je vous en dirai plus sur mes réseaux sociaux qui, ma foi, même s'ils seront moins alimentés, seront quand même alimentés justement de toutes ces infos où vous pourrez me suivre pour, j'espère, vous rencontrer en vrai de vrai. Il ne me reste plus qu'à vous dire écrivez, écrivez et écrivez et prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!